Ça veut dire qu'il faudrait trouver finalement, est-ce qu'une machine peut être morale à ce moment-là? Alors, une machine morale, c'est déjà encore tellement plus complexe qu'une machine juridique parce qu'il faut définir la morale. Donc là, j'espère que vous avez toute la nuit, parce que vous avez raté la cérémonie de remise des prix, parce que pour définir la morale, voilà, il faut quand même définir, c'est d'une grande complexité. Et là, moi je peux à peu près vous expliquer comment nous, aujourd'hui, et je mets vraiment des contraintes, des limites, on définit le droit, mais la morale, c'est encore tout autre chose. Donc dans un procès, tu n'imaginerais jamais en fait que les personnes, justement les jurys prennent la décision finale avec l'intime conviction soient remplacées par des machines. Ça semble totalement impossible. Non, alors, je le ferai pas moi, mais parce que vous me mettez en confrontation justement avec ce que moi j'ai appris, parce que c'est ma formation de juriste qui du coup est interrogée. Mais ce que je ferais, c'est que je mettrais une machine à la place du juge. Mais je laisserais les citoyens humains, et la machine serait une aide à la décision des citoyens humains dans un procès pénal. Ça, je serais capable de le faire. Mais mettre des machines, des intelligences artificielles dénuées de morale à la place des citoyens, pour moi, c'est un contresens. Ce serait une erreur, même méthodologique, quoi. Ça marcherait pas. Je le ferai pas moi, mais parce que je suis juriste. Je serais content que d'autres le fassent, et je lirai le bouquin avec sans doute beaucoup de joie, et voilà. La science-fiction a imaginé bien pire. Plus la justice est rapide, plus on a tendance à la fusionner avec l'exécution de ces sentences, qui est encore autre chose, les forces de police. Et il y a déjà, il faut que je calcule, 60 ans. Robert Sheckley, par exemple, décrivait un magnifique système qui allait empêcher tous les meurtres. C'est une nouvelle qui s'appelle Watchbird. Robert Sheckley a toujours été quelqu'un qui avait beaucoup de talent pour voir le mauvais côté des choses. Dans Watchbird, des oiseaux mécaniques automatisés arrêtent tous les meurtres en envoyant des décharges électriques sur les contrevenants. Mais très vite, ils commencent à envoyer des décharges électriques sur les employés des abattoirs, et puis sur le chat qui attrape les souris, et puis sur le chien qui bouffe le lapin, et la vie devient impossible. On construit des oiseaux plus gros pour tuer ces oiseaux tueurs, et ceux-là se rendent compte que finalement tous ces humains qui grouillent, il faudrait peut-être les détruire. On est mal barré. Je crois qu'on va rendre la parole au jury citoyen en demandant des questions en public, si vous êtes d'accord. Tout à fait. Du coup, je vous remercie d'avoir un peu cette vision comme quoi effectivement la prise de décision d'une justice ne pourra pas être rendue aux machines. En tout cas, sur un jugement en première instance. Je me posais la question du coup, quel serait votre avis sur l'application de la peine, qui elle peut être un petit peu différente et du coup peut-être un peu plus mécanique que simplement une prise de position qui est du coup nécessairement morale. Alors, moi je trouverais qu'au contraire l'application de la peine est moins mécanique. En pratique, le juge d'application des peines va prendre compte de la situation, l'aménagement de la peine, comment ça se déroule. Enfin, je trouve que d'une certaine manière c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'application des peines ne peut être qu'humaine, puisqu'il s'agit de... Puisque finalement, une fois qu'il y a la sanction, il ne s'agit pas de condamner, on met en suspens le condamné d'une certaine manière par rapport à la société, mais il s'agit soit de le réinsérer, soit d'en faire quelque chose, il ne s'agit pas juste de... on l'enlève, donc... moi, je crois plutôt que l'application de la peine ne peut être qu'humaine, puisque ça ne concerne que les humains, alors que la justice, c'est encore autre chose. Je sais pas si... Oui, en fait, je ne suis pas un spécialiste de ça. Moi, je suis historien du droit, pas pénaliste. Vous m'amenez dans des terrains, si mes collègues m'entendent, je vais me faire trucider en rentrant à Nice. Non, mais c'est vrai en plus. Tant que je parle de science-fiction, ils sont tranquilles, mais bon, voilà. Mais l'application de la peine, c'est très complexe, hein. C'est un des enjeux les plus importants de la justice aujourd'hui, donc c'est sans doute quelque chose qui doit rester humain aussi, bien sûr, sachant que la peine doit être prévue par la loi, hein, il n'y a deux peines que légales, donc ça veut dire qu'il ne faudrait surtout pas que les machines s'amusent à appliquer des peines qui ne sont pas prévues par les lois, voilà. Donc c'est bien la distinction entre la loi et la justice, hein. Le juge doit prévoir
doit atteindre la vérité juridique, doit atteindre la conclusion de culpabilité ou de non-culpabilité. Et l'application de la peine, elle est prévue par la loi. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle la proportionnalité et la légalité des délits et des peines. Ça remonte au grec, hein, c'est le code de Dracone, en 630 avant Jésus-Christ. Donc il est hors de question qu'une machine change ça. Donc je suis assez d'accord avec Olivier, je pense que l'application de la peine, il y a des juges d'application des peines d'ailleurs, et l'application de la peine doit rester une question humaine où les machines pourraient jouer un rôle, mais toujours un rôle auxiliaire. Mais on les a déjà, hein, ces machines. Hein. Les bracelets électroniques, ce sont des machines. Hein. Vous savez, ce qui me gêne moi depuis le début aussi, c'est que quand on parle de machines, il y a une confusion. On est tellement tenté de parler d'intelligence artificielle et de robots, mais on parle aussi de machines dénuées d'intelligence et qui jouent des rôles... toutes ces machines informatiques que tu évoquais au début, Pascal, dans ta présentation. Et voilà, les machines d'application des peines, elles jouent un rôle, mais pour moi, elles doivent continuer à jouer un rôle complémentaire, par un rôle décisionnel. Je pense que si on veut se servir correctement des machines dans notre droit et dans notre société, il faut que les machines soient l'accessoire de la décision humaine et pas le principal. Bien, allez, prévenu suivant. Je voulais dire que d'abord, l'implication du numérique dans la décision est déjà plus ou moins en cours. C'est-à-dire qu'il y a notamment à la Cour européenne des droits de l'homme, il est actuellement un algorithme qui travaille et qui rend des décisions en même temps que la Cour. Et on est à un taux de similitude d'à peu près de plus de 80% entre la Cour et cet algorithme. Donc je ne sais pas ce qu'ils comptent en faire, c'est un peu effrayant, mais notamment on peut penser, enfin, je reviens sur aussi ce que vous aviez dit à propos des procès simples. Les affaires simples ne sont jamais aussi simples que ça. Je reprendrai les mots de ma professeure de sciences criminelles à Nantes, Virginie Gautron, pour ne pas la citer, qui disait que une peine pour deux personnes différentes peut avoir des implications qui sont incalculables. Elle prenait l'exemple de deux prévenus pour consommation de stupéfiants. Donc la peine pour consommation de stupéfiants, c'est 5 ans et 75 000 € d'amende, ce que personne ne prend jamais d'ailleurs, heureusement. Et elle prenait l'exemple de quelqu'un qui à 35 ans a arrêté l'école à 16 ans et à 35 ans dit puisque ses parents, ne fait jamais rien de sa vie, n'a jamais travaillé quoi que ce soit, et d'un étudiant d'une vingtaine d'années qui est en plein dans ses études, qui se promet un brillant avenir. Les deux sont chopés pour la même chose en même temps et sont condamnés tous les deux à 5 ans de prison. Lequel va subir le plus gros préjudice? Est-ce qu'une machine peut vraiment calculer ça? C'est impossible. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est pas simple du tout. Si j'ai dit simple, je me suis mal exprimé. En fait, c'est pas les affaires simples et complexes dans le sens où c'est toujours complexe, puisque c'est toujours au départ, de toute façon, de l'être humain, comme vous l'avez très bien dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne s'agit pas forcément qu'une machine prenne de décision. Hein. Moi, j'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que la machine peut accélérer la décision du juge, mais de toute façon, ce sera quand même le juge qui mesurera le préjudice dont vous parlez. Voilà. Concernant les algorithmes à la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que les algorithmes qui ont été mis au point sont suffisamment fins pour simuler des décisions humaines. C'est tout. Donc pour moi, ça m'étonne. C'est pas très étonnant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et là je me tourne vers les scientifiques, ceux qui programment l'intelligence artificielle et les algorithmes, sont capables de simuler un raisonnement humain. Donc on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas très étonnant qu'un algorithme rende à 80% des décisions qui ressemblent à celles qu'ont rendues les juges humains. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information, comment on l'utilise. Voilà, tout simplement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous.